Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports et l'institution américaine Smithsonian sont désormais en partenariat. C'est un accord qui va permettre la valorisation et la promotion des richesses culturelles béninoises à travers le monde. Transhumance des bêtes, une technique indispensable en production animale pour un cheptel important. Elle permet de satisfaire la demande en protéines de plus en plus croissante, mais elle est aussi source de conflits meurtriers. Et puis nous parlerons des terre-pleins centraux, une forme de signalisation auquel les Paraquois sont désormais appelés à faire face. Bonjour à tous, voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Période de sécheresse, période où l'on observe les déplacements des troupeaux de bêtes. On parle de la transhumance qui, dans les stratégies de production de bétail en Afrique de l'Ouest, constitue un aspect très important. Toutefois, elle suscite de plus en plus des problèmes du fait des conflits meurtriers qu'elle occasionne. Suivez ce reportage qui nous amène dans les détails de la transhumance et de ses corollaires. Depuis les années 70, la transhumance interne ou en direction des autres pays de la sous-région s'est développée. Ceci en raison de la croissance démographique et de la crise de l'élevage sahélien qui s'en est suivie. Ainsi, agriculteurs et éleveurs ont vu cette collaboration s'imposer à eux par le biais de cette action désignée sous le vocable transhumance. La transhumance, c'est la mobilité en fait qui accompagne le pastoralisme, c'est-à-dire que le système de production que nous avons en Afrique, dans la plupart de nos régions. Et le pastoralisme, c'est cette valorisation au mieux des ressources naturelles. Donc c'est un élevage extensif qui utilise les ressources naturelles, donc le fourrage qui est dans la nature, et qui utilise également l'eau ou les forages ou bien les retenues d'eau. Et ce système pastoral a pour essence principale la mobilité. Et pendant toutes ces années, les altercations et les conflits qui ont caractérisé sa mise en œuvre sont multiples et pour des causes diverses. Dans la mobilité, il y a souvent frottement, il y a conflit entre deux acteurs. Et souvent, c'est l'agriculteur et l'éleveur. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un système extensif de production en matière d'élevage. Et en matière agricole également, nous sommes aussi dans un système extensif puisque les animaux bougent, mais les champs aussi bougent. Et dans cette mobilité croisée, il arrive qu'il y ait des frictions. C'est-à-dire que les animaux peuvent rentrer dans un périmètre cultivé, dans des champs, et faire des dégâts. Et comme les champs sont souvent mobiles et peuvent rentrer aussi dans les zones de pâturage ou rentrer dans des couloirs de passage. Et cela également peut engendrer des conflits. Mais au-delà, il faut reconnaître que dans les deux groupes d'acteurs, c'est-à-dire agriculteurs et éleveurs, il y a ce que nous, on appelle des brebis galeuses. Vous avez des éleveurs qui sont peut-être souvent ce qu'on appelle des bouviers, qui sont engagés par des propriétaires d'animaux et qui souvent, puisqu'on ne connaît pas leur passé, on ne mesure pas souvent ce qu'ils avaient fait dans leur vie antérieure. Ils peuvent être très belliqueux quand souvent les animaux rentrent dans les champs ou ils mettent sciemment des animaux dans des champs. Donc ça existe et on appelle ça, c'est des cas isolés, mais c'est des brebis galeuses du groupe d'éleveurs. Mais comme également au niveau du groupe des agriculteurs, vous pouvez avoir des gens qui sont très belliqueux, qui vont souvent provoquer. Installer un champ, on leur dit c'est un couloir de passage. N'installe pas le champ, mais il installe son champ. C'est des groupes un peu divers sociaux qui vont souvent piéger les animaux ou ils mettent des produits toxiques sur le passage des animaux pour en tuer. Ou bien carrément, ils vont se mettre en embuscade et abattre les animaux en tirant. Ils pensent faire peur aux éleveurs et les éleveurs vont s'enfuir, ils vont ramasser les animaux abattus. Ce mode d'élevage engendre donc des conflits à cause de la pression sur les ressources naturelles protégées et partagées. Ces déplacements cycliques sur des terres agricoles et agro-pastorales nécessitent donc des couloirs de transhumance. Couloirs de transhumance, c'est vrai que quand on parle de mobilité, on a besoin de couloirs pour que les animaux puissent se mouvoir. Et il y a le couloir qui permet par exemple aux animaux de quitter leur point d'attache pour aller chaque jour dans une zone de pâturage
ou aller à un point d'eau. Ça, on parle des couloirs internes de pâturage, des pistes de pâturage ou des couloirs de pâturage. Maintenant, quand il s'agit d'aller en transhumance, donc quitter une localité pour une autre localité, tout ce qui est emprunté par les animaux pour rejoindre cette nouvelle zone, cette zone d'accueil qu'on appelle une zone d'accueil, est considéré comme un couloir de transhumance. Donc normalement c'est un couloir qui doit être aménagé, donc dégagé de toute culture et surtout que ce soit visible. Donc il faudrait aménager et mettre des limites, mettre des balises s'il le faut, ou mettre des plans qui indiquent à l'éleveur, voilà ta zone où tu peux passer sans rentrer dans les champs d'autrui. Et ça indique également aux agriculteurs les limites un peu des parcelles pour leurs parcelles de culture. Les principaux acteurs usagers des ressources naturelles du terroir ont des points de vue divergents qu'il faut mettre en exergue. Ceci sous-entend que la gestion des ressources agro-silvopastorales nécessite une meilleure communication entre les acteurs afin de ressortir les solutions consensuelles et durables aux problèmes. On quitte la production animale pour la sécurité routière pour parler des terre-pleins centraux qui constituent l'une des formes de signalisation que l'on peut rencontrer dans la circulation. Ici à Parakou, c'est l'une des nouveautés apportées dans la reconstruction des voies. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, cette forme de signalisation a été décrite. Nous allons partir du principe général. La route se partage. Le TPC partage la route en deux. En réalité, c'est ça. La cité des Kobourou, troisième village statut particulier du Bénin, poursuit son toilettage en matière d'infrastructures routières. Les voies sont en pleine transformation et imposent chez les usagers de la route de nouvelles habitudes. Ainsi, des séparateurs centraux, encore appelés TPC, sont mis en place entre les voies de circulation généralement de sens contraire, une nouveauté qui laisse perplexe la population. On les appelle les séparations de la voie. La séparation de choses là s'appelle maintenant terre pleine centrale, c'est ça? C'est le terre plein central, je crois. Hésitation, incertitude sont entre autres les sentiments qui les animent face à ces formes de signalisation horizontale inhabituelles. Mais qu'en est-il de la connaissance de leur rôle? La séparation nous permet maintenant d'éviter des accidents, c'est-à-dire que c'est une séparation de la voie qui permet à tout le monde de prendre son droit, quoi. Ça joue le rôle de séparer la voie pour éviter les accidents de circulation. Si tu vas vers Malanville, tu marches, tu prends la voie qui est à ta droite. Et si tu vas en ville, tu prends, la voie qui est à ta droite. Ça délimite la circulation, je crois. C'est-à-dire, ce qui est sûr, tu ne peux pas aller cogner ça et traverser de l'autre côté. Donc, on ne peut pas aussi cogner ça. Donc, ça nous délimite sur la voie. Le TPC est inventé pour partager la route en deux, pour imposer à tous les usagers de la route de circuler dans un seul sens. À cette occasion, il ne peut plus y avoir un accident qui amène deux véhicules circulant dans le sens contraire à se percuter. Les terre-pleins centraux sont donc installés pour réduire les cas d'accident, mais il arrive que l'on observe des cas d'incivisme de la part des usagers. Soit des piétons qui confondent le TPC au trottoir, soit des conducteurs qui le confondent en un lieu de stationnement. Le TPC est une partie de la route. Nous avons toujours dit que on ne s'amuse pas sur la route. C'est extrêmement grave. Je vous explique pourquoi. En fait, nous avons toujours dit aux piétons de marcher en faisant face au danger. Lorsque vous êtes sur le TPC, c'est que vous voulez quitter. Vous êtes en train de chercher à traverser. C'est ce qui peut justifier la présence d'un piéton
sur le TPC. On ne peut même pas se mettre sur le TPC pour bavarder, pour échanger, pour s'asseoir, pour discuter. Non. Pour que la bonne utilisation des TPC entre dans les habitudes à Parakou, une sensibilisation permanente s'avère nécessaire. Parlons santé maintenant pour dire que de nos jours, les marchés sont envahis par des aliments proposés sous forme de conserves. Cela peut paraître normal, voire sain pour tout le monde. Cependant, le métal contenant ces conserves peut être porteur de composantes toxiques. Les dangers de ce mode de consommation, c'est dans cet élément que je vous invite à suivre. Elles sont de plus en plus présentes dans le panier de la ménagère. Les boîtes de conserve, très peu de femmes s'en débarrassent. Mais faut-il toujours opter pour les conserves au détriment des produits naturels? La composition de certains produits conservés ne rassure pas. L'huile, de l'acide gras, des corps gras saturés. Et les agents qui sont utilisés pour la conservation, il y a quelques agents chimiques qui sont utilisés qui ne sont pas du tout, qui ne favorisent pas la bonne santé. Avant la conservation, certains aliments subissent bien évidemment des modifications chimiques, voire une dénaturation. Le goût de ces aliments est modifié par rapport au produit initial, au produit frais. De la même manière, la texture est modifiée. Et comme je parlais de la valeur alimentaire de ces produits qui sont modifiés, vous avez les nutriments qui sont modifiés, notamment les vitamines. Vous avez par exemple les vitamines qui sont sensibles au traitement thermique, telles que la vitamine C et la vitamine du groupe, quelques vitamines du groupe D, qui sont dénaturées, qui sont détruites et qui ne sont plus disponibles pour le consommateur. Il faut ajouter à la modification chimique la présence des produits gras, la stérilisation subie par l'aliment et parfois la date de péremption falsifiée. Les risques sont nombreux pour la santé humaine. Les agents conservateurs qu'on met dans ces produits qui peuvent avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'organisme, sur ce qui sont des perturbateurs endocriniens. Quand on privilégie trop les conserves, on a un lourd tribut à payer pour les soins sanitaires. Les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose et puis l'athérosclérose chez les consommateurs de ces aliments. Il y a des agents chimiques qui sont parfois utilisés pour prolonger la durée de conservation de ces produits. Ça pourrait être source de cancer. On peut avoir par exemple le cancer du côlon, d'autres cancers du foie, etc. Il est vrai que les boîtes de conserve favorisent une célérité dans la préparation des repas, mais il est préférable de manger naturel et sain pour une bonne santé. La suite de ce journal, c'est avec Emmanuel Odilon Koukoubou de l'autre côté de Cotonou. Emmanuel, bonjour. Bonjour Hippolyte, Madame, Monsieur, bonjour. Signature de protocole d'accord entre le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports et l'institution américaine Smithsonian. C'est un accord qui va permettre la valorisation et la promotion des richesses culturelles béninoises à travers le monde. Retour sur le déroulement de la cérémonie de signature du protocole d'accord avec Karine Adenini et Lazare Ronza. Présenter le Bénin et son patrimoine culturel de façon authentique à un large public venu d'horizons variés afin d'améliorer la connaissance du pays, de même que la compréhension de ses pratiques et de son histoire, tel est l'objectif de ce protocole d'accord entre le gouvernement béninois et l'institution Smithsonian. Un nouveau partenariat qui fait suite à un autre signé en juillet dernier entre la dite institution et l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT. Il s'agit ici de la plus grande institution de conservation, d'éducation, de recherche en matière de culture et d'art au monde. Et nous nous sommes dit, si nous avions la chance d'avoir cette institution à nos côtés, ce serait une valeur ajoutée extraordinaire pour nos projets muséaux, parce qu'ils savent accompagner les grands projets et les grands d'envergure. Mais ce n'était pas gagné. C'est une grande maison, très sollicitée à travers le monde, et il fallait que nous fassions nos preuves. Disposant de 20 musées, 9 centres de recherche et un zoo, Smithsonian Institution travaille dans plus de 150 pays à travers le monde. Sabrina Lynn Montley, représentante de l'institution basée aux États-Unis, a réitéré son engagement pour la réussite de ce protocole d'accord
et a profité pour dévoiler le thème retenu pour la prochaine édition de Folk Life Festival 2019. Un festival auquel le Bénin est invité à prendre part pendant 10 jours à compter de fin juin 2019. Donc cette vision ambitieuse soutenue par le président Talon est partagée par la Smithsonian et je vais vous donner quelques idées, quelques informations sur notre festival. And our partnership with Benin. This year, the festival celebrates 51 years of making connections. Donc, c'est un festival qui, depuis 51 ans, crée des connexions entre les différents publics. C'est sur le National Mall des États-Unis qui a vu Martin Luther King faire son discours et d'autres personnes extrêmement importantes de l'histoire des États-Unis. Spiritual and social and political importance to many of us. The theme for next year's festival will be... Le thème du festival de l'année prochaine, c'est le pouvoir social de la musique et l'idée que sous-tend ce thème, c'est de créer des ponts, comment renforcer les liens entre les familles, comment renforcer les liens entre les gens à travers le thème principal de la musique. Donc, ce serait amener les gens sur le National Mall pour avoir ce type de connexion et d'échange. La signature de ce protocole d'accord vient à point nommé en termes des grandes réformes inscrites dans le PAG, programme d'action du gouvernement. C'est la substance des propos tenus par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, présent à cette cérémonie. Vous savez que nous allons construire dans notre pays, à Porto Novo, le musée des arts et civilisations vaudou. Vous savez que nous allons construire à Ouida un musée. Vous savez que nous allons construire à Lada le musée Toussaint Louverture. Vous savez que nous allons construire à Abomey un musée qui va raconter l'épopée de nos rois et valoriser nos Amazones. Pour cet important programme, nous avons décidé au sein du gouvernement de nous faire accompagner par ceux qui sont qualifiés et qui ont une expertise mondiale. C'est dans ce cadre que depuis quelques mois, nous sommes donc dans ce partenariat important avec la Smithsonian Institute qui nous accompagne de bout en bout sur ces projets qui sont importants pour le gouvernement. Une idée au départ de Angélique Kidjo et de Dimon Oussou, deux grandes icônes de la musique béninoise, en vue de valoriser les richesses culturelles, concrétisées ce vendredi 16 mars 2018 par le gouvernement de la rupture. Les kits d'enrôlement du RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population, sont désormais déployés dans les collèges. Objectif, faciliter l'enrôlement des apprenants et des enseignants. Au collège d'enseignement général Le Nokoué à Cotonou, l'engouement affiché par la cible est visible et l'opération se déroule normalement. Reportage Hermione Maoli-Pontor, Lazare Ronza. Recensement administratif à vocation d'identification de la population dans les écoles, collèges et lycées. C'est désormais une réalité. Ici au collège d'enseignement général Le Nokoué, élèves et enseignants s'affairent autour de l'opération, priorité d'ailleurs donnée à cette cible. Avec notre déplacement dans le collège, ça va. On arrive à enrôler les élèves et les enseignants. Du fait qu'on s'est déplacé dans le collège, on a une priorité pour les enseignants et les élèves du CEG Nokoué. Une initiative appréciée par plus d'un, notamment les concernés, qui rencontraient des difficultés à se faire enrôler, vu qu'ils passent la majeure partie de leur temps dans ces lieux du savoir. C'est une bonne initiation, puisqu'on est parti au lieu et ailleurs, ils ont dit qu'ils ont déjà fini pour les élèves qui sont venus. C'est très bien et c'est une bonne idée de nous envoyer les agents dans les établissements. Si ils étaient dans les mairies, on aura des difficultés pour aller. Ici, spécialement, il y a un rang pour les professeurs et un autre rang pour les élèves. Du côté des professeurs, il faut dire que ça s'est bien passé. Les gens, ils étaient très accueillants. Bon, ça s'est bien passé quand même. Ça a beaucoup aidé parce que quitter la maison à 8h, revenir à midi et courir pour l'enregistrement, c'est un peu difficile. Il faut dire que ça nous a beaucoup aidé. Une opération qui se passe ici au CEG Le Nokoué sans difficulté majeure. Non, pas du tout, il n'y a pas de difficulté. D'autant plus que ce sont des apprenants. Ils ont appris à être disciplinés. Donc ça se passe normalement, il n'y a pas de difficulté majeure. J'ai juste donné
Bon, mes informations personnelles que je sais. Ce qui concerne mes parents, bon, j'en ai pas donné. Ils m'ont demandé encore les dates de naissance de mes parents, ce que je n'en savais pas, mais ils ont essayé de faire quelque chose. Si la personne ne connaît pas la date de naissance de son papa ou bien de sa maman, on essaie de leur demander si au moins ils connaissent l'âge. Des fois, les gens ne connaissent pas ni le mois ni la date. On met la convention. La carte issue du RAVIP, une carte à tout faire, nous dira-t-on, mais qu'en savent réellement les élèves et enseignants? Non, je ne sais rien de l'intérêt, mais tout ce que je sais, notre président a dit qu'il prévoit beaucoup de choses pour ça. Non, on ne nous a pas encore dit l'intérêt de cette carte. Ils disent que bon, ça va nous faciliter la vie, les achats. L'intérêt tel que ça se dit à la télé, il faut dire que ça va remplacer bientôt la carte nationale et ça va nous aider même pour les opérations au niveau des banques. C'est ça qui personnellement moi ça m'a réjoui. Et beaucoup d'autres opérations également. L'intérêt de cette carte n'est donc pas encore concrètement perçu par la plupart de nos apprenants. L'heure n'est certainement pas encore à la sensibilisation autour du bien fondé de la chose. L'important pour le moment, c'est l'appel à mobilisation autour du recensement. C'est maintenant que les gens ont compris l'importance du RAVIP et c'est maintenant qu'ils accourent vers les sites pour se faire enrôler. À l'endroit de tous mes camarades, je les suggère, non, je les recommande de venir faire le RAVIP, puisque notre président a eu à dire que ça va nous aider beaucoup dans les jours à venir. Message adressé à ceux-là qui hésitent encore, puisque ce recensement prendra fin à la fin du mois d'avril 2018. Un peu de société dans ce 7 heures. Le temps d'amitié dans un couple est l'une des nombreuses étapes que les partenaires sont appelés à franchir avant le mariage. C'est une étape pendant laquelle les concernés cherchent à mieux se connaître afin de réussir leur union. Mais cette période est-elle vraiment indispensable? La réponse dans ce reportage de Karine Adeniyi et de Mesme Agassi. L'amitié, un sentiment réciproque d'affection et de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Elle est l'une des étapes à franchir par les partenaires avant celle du mariage. Une période pendant laquelle les deux tourtereaux sont appelés à adopter certains comportements afin de fixer des bases solides à leur relation. Comme toute forme de vie, la vie professionnelle a besoin d'une préparation et donc la vie conjugale également a forcément besoin d'une préparation. Parce que ce qu'on voit de l'autre physiquement n'est pas forcément ce qu'il est intérieurement. Au cours de ce temps, ils apprennent à se connaître leur famille, à se faire accepter également. Parce que ça ne marche pas forcément au premier coup, à se faire accepter, ce qui est fondamental. Vous êtes issus de deux familles différentes. Les cultures ne sont pas les mêmes. Il faut chercher à connaître l'homme, à connaître son intimité. Comment savoir c'est que l'autre s'énerve, comment il s'énerve, comment est-ce que la femme se prépare, comment la femme fait la lessive. Tout ça là, l'homme doit connaître et la femme aussi doit connaître c'est que la position de l'homme, de quelle manière il s'énerve. Quand il s'énerve là, comment je peux l'apaiser? Temps d'amitié, temps de découverte de l'autre et de partage. Moment crucial d'apprentissage où il faudra travailler d'arrache-pied et surtout ensemble dans toutes les conditions possibles. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les jeunes dames qui n'arrivent pas à rester dans les foyers. Vous allez les voir dans les rues avec deux enfants, voire un parfois. Et il y a aussi les hommes qui sont là sans femmes. Je dis, c'est parce que l'amitié n'a pas été bien construite. Au moins, vous devez faire 2 ans en fiançailles. Moi, j'ai fait environ 7 ans d'amitié, de fiançailles avant le mariage. Moi, j'ai fait 6 ans. J'ai fait un minimum d'1 an, ce qui n'était pas forcément mon choix. Moi, mon partenaire, il était vraiment prêt. Et moi, j'ai traîné un peu. C'est vrai qu'on s'était connus par le passé, mais pas dans le sens de vivre ensemble. On était camarades de classe. J'ai ma femme qui est là. Et en amitié comme ça, on a passé 2 ans. Et après les 2 ans, le 3e année, j'ai commencé par aller chez elle. Aujourd'hui, il n'y a plus cette forme de préparation dans les familles.
et ça contribue à la souplesse des liens que les individus arrivent à tisser. Ce qui est dommage, c'est qu'on remarque que le délai de plus en plus entre les temps d'amitié, de fiançailles, de mariage, c'est beaucoup raccourci. Aujourd'hui, on constate que malheureusement, ce n'est pas une grossesse que les gens décident de vivre ensemble. Une période indispensable à en croire certains, avis diversement appréciés. Est-ce qu'il y a un temps? Pour moi, je n'ai pas fait de temps avec celle avec qui je suis. Et c'est elle qui est avec moi depuis 2003 jusqu'à présent. Il y a les gens qui font des années, jusqu'à 5 ans. Ils font 5 ans et plus. Et quand ils se mettent ensemble, quand ils font le mariage, c'est quelques jours, quelques mois après, c'est les coups de poing et ils se séparent. Donc c'est ce que Dieu a unique, personne ne peut séparer, c'est ça. Donc pour moi, il n'y a pas un temps. Le mariage, que dit de plus si ce n'est la continuité du temps d'amitié, de fiançailles, une vie en commun, pleine de responsabilités, empreinte de complicité, de tendresse. Un acte ultime, une union pour la vie, ferme et indéliable. Les salles de cinéma au Bénin végètent dans l'oubli et sont devenues des lieux d'organisation de diverses fêtes. C'est une situation préoccupante et ça a préoccupé Marouf Abiola Boussari et René Arossi. Ils ont fait un tour dans certains de ces lieux de manifestation qui auraient dû servir au cinéma. Suivons ce reportage pour nous en rendre compte. Si c'était au moment des salles où le cinéma se déroulait, à ce moment précis, quand tu viens ici, tu n'auras pas de place. Tout serait plein à craquer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Lorsqu'on dit salle de cinéma, dans mon temps, les gens courent directement vers les salles de cinéma pour regarder les nouveaux films. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Le cinéma béninois agonise et la preuve est que les salles n'existent plus. Ciné Concorde est fermé depuis bien longtemps et est passé aux oubliettes. Aujourd'hui, le ciné Okpa-Oloa ne vient à l'esprit des jeunes citoyens que juste pour identifier le carrefour sur lequel il est érigé. Ces salles sont devenues des lieux de manifestation de tout genre, alors qu'elles devaient permettre aux jeunes réalisateurs et producteurs de révéler leur intelligence en tant qu'auteurs, mais aussi l'intelligibilité de leurs œuvres. Dans le processus d'un artiste, il doit pouvoir faire une œuvre dans le noir de sa chambre, mais pouvoir ensuite la révéler sur grand écran, dans un noir où le public, des amis, des parents, des gens qui ne le connaissent pas, pourront apprécier au nec plus ultra le résultat des années de travail, d'efforts, de recherche. Pour moi, le cinéma, c'est un plaisir, parce que j'ai beaucoup de plaisir à aller découvrir des films sur de grands écrans, à pouvoir être dans le noir et d'avoir le plaisir du son qui ne soit pas celui de ma télé, ni de mon téléphone portable, même si c'est des outils précieux. On n'a pas le plaisir, comme d'être au spectacle, d'être vraiment absorbé par l'image et par le son. Le cinéma, pour moi, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, au Bénin, c'est que les cinémas, il n'en existe plus. Ils ont tous été fermés. D'aucuns justifient la cause de la fermeture des salles par la révolution technologique qui permet d'accéder aux films via Internet ou par les programmes télévisuels. Mais à en croire les professionnels, les salles de cinéma constituent un levier important de production, mais aussi d'épanouissement de la société, car les meilleurs films ne sont toujours pas accessibles par le net. De plus, le cinéma permet également d'avoir le privilège de suivre les premières diffusions des œuvres audiovisuelles dans le contexte temporel de leur réalisation et dans une ambiance conviviale. C'est le meilleur moyen pour celui qui a passé 8 heures de travail, qui est stressé, celui qui a envie de draguer sa femme, celui qui a envie de faire plaisir à ses enfants, de pouvoir sortir le soir, le week-end et d'amener ta famille voir un film. C'est quelque chose d'important parce que ça déstresse, ça nourrit l'âme, ça nourrit son intelligence, ça permet d'apprendre beaucoup de choses, ça permet de se divertir, ça permet de rire et c'est essentiel pour tout citoyen et qui a vocation d'aspirer au bonheur dans un peuple. Les salles de cinéma, c'est un grand lieu de rendez-vous. Quand on vient au cinéma, c'est comme se balader sur Internet.
Donc souvent on rencontre des nouvelles connaissances et surtout les filles, elles sont souvent mieux abordables au cinéma. Aujourd'hui, les jeunes qui viennent, pour la plupart du temps, ce sont des jeunes qui s'intéressent au cinéma, qui font du cinéma ou qui veulent en faire leur métier. Donc ils font ce que fait tout artiste. Ils se nourrissent des autres. Ils viennent découvrir des choses, encore une fois, qu'on n'a pas l'habitude de voir ici au Bénin. Et j'attends avec beaucoup de plaisir à ce que d'autres jeunes puissent venir. Il se trouve que les jeunes béninois avaient soif du cinéma. Ainsi, l'ouverture de nouvelles salles et la réouverture d'anciens espaces il y a quelques mois ont connu la visite d'une flopée de jeunes qui ont voulu redécouvrir le cinéma sur grand écran. Le constat personnel que moi j'ai fait en allant à Cala Olympia pour la petite expérience, parce que j'ai voulu voir Black Panther sur grand écran, je tenais à voir ça, il y avait un monde incroyable. Et ça, je me suis dit, bon, c'est vrai que quand vous voyez un peu ceux qui viennent, c'est avec de grosses bagnoles, de grosses voitures, vous dites, bon, ça, pour la plupart, c'est des enfants de riches. Mais on sent quand même un certain engouement de ces jeunes-là. C'est comme s'ils attendaient ça. Ils ont passé des années à aller à la plage, à aller voir des copains. Aujourd'hui, il y a cette possibilité de s'asseoir, de se brancher à un écran. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que sans salle de cinéma, aucun créateur, aucun réalisateur professionnel ne peut être heureux de faire ses œuvres si ça ne passe pas sur grand écran, et aucun producteur ne peut rentabiliser au Bénin. Ce n'est pas possible. Pour les cinéastes, le Bénin doit œuvrer pour la construction de nouvelles salles afin de contribuer à l'évolution de cet art qui, lui aussi, est un moteur de développement culturel et économique. On se retrouve aujourd'hui avec 3 opérateurs privés qui proposent du cinéma à Cotonou. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudra que l'État puisse trouver le moyen d'intéresser des producteurs privés à investir abondamment dans la construction des salles à Parakou, dans les grandes villes, et ensuite à pouvoir mettre en place un système de programmation qui permet d'une part d'importer des productions étrangères, mais surtout de faire la promotion de nos œuvres locales. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et si le ministre de la Culture nous écoute, si nos autorités nous écoutent, si le directeur de la cinématographie nous écoute, c'est quelque chose d'essentiel pour permettre justement au cinéma béninois de pouvoir connaître véritablement ses lettres de noblesse. Merci de nous suivre. Le journal se poursuit à Parakou. Merci à vous, Emmanuel Odilon Kokobo. Merci pour votre contribution. C'est ici que nous arrêtons cette randonnée informative de ce matin. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.